Du jour pour la quinzaine des métiers du marketing digital organisé par Nayas Formation. Donc, l'objectif en fait de cette quinzaine des métiers, en fait, c'est de donner un peu de vulgariser les des principaux métiers du marketing digital, de pouvoir expliquer à différentes personnes, c'est-à-dire des personnes qui seraient en recherche d'emploi, en reconversion, ou qui tout simplement se posent des questions sur le marketing digital, de vulgariser un petit peu l'expérience qu'on peut avoir sur ce secteur d'activité. Donc on va partir sur environ 30 minutes je vais partir sur 30 minutes de présentation et ensuite on aura le droit à un quart d'heure de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à vous servir de la boîte de dialogue qui est accessible sur votre écran pour me poser vos questions et j'essaierai d'y répondre pendant la présentation ou juste après. Donc j'espère que vous voyez bien mon écran. Comme je disais, je fais partie du groupe Dentsu Aegis Network, qui est un groupe américano-japonais implanté dans plus d'une quarantaine de pays. C'est un groupe de communication avec différentes marques. Pour les gens qui connaissent un petit peu déjà le domaine de la communication, vous connaissez peut-être la société Cara, qui est une société historique en France. Isobar aussi, potentiellement, qui fait de la création digitale, donc création de sites, création d'applications. Et moi, en fait, je fais partie de eProspect. Et chez eProspect, ce qu'on fait, c'est du marketing digital. On va faire on est il y a différentes expertises que vous allez retrouver. Et en fait, le rôle de ces experts, ça va être justement de mettre en place des stratégies et des tactiques qui vont permettre à des marques de se connecter avec leur audience. Donc, je vais vous présenter ça par la suite et vous expliquer comment on peut activer ces différents canaux digitaux. Donc avant ça, je vais me présenter assez succinctement. Je vais vous présenter mon parcours. Donc en termes de parcours, en fait, j'ai d'abord fait suite au bac un BTS négociation relations clients. Et donc c'était plutôt orienté commercial. Donc j'ai fait de la prospection physique, de la prospection téléphonique. Donc ça m'a donné quand même pas mal de compétences, mais je me suis aussi rendu compte que j'étais pas forcément fait pour faire de ça mon quotidien. Du coup, j'ai poursuivi mes études au grand bonheur de de ma maman et je me suis orienté en fait vers un master en e-commerce. Et donc là, justement, j'ai pu découvrir les différentes méthodes, hein, donc le marketing digital, entre autres, la gestion de projet également. J'ai trouvé ça hyper formateur. Et grâce à ce master, j'ai eu différentes expériences dans le domaine professionnel, toujours liées au marketing. Et donc j'ai pu évoluer d'abord chez Renault et chez Orange Business Services, donc chez l'annonceur. C'était deux expériences qui ont été particulièrement importantes pour moi. J'ai pu justement avoir cette vision annonceur, euh, travailler avec différents prestataires, faire des briefs aux différentes agences, superviser bien entendu leur travail, hein, et puis derrière analyser avec eux les différents résultats. Également, ce qui était extrêmement enrichissant, c'était de pouvoir faire de l'évangélisation en interne. Donc moi, ça m'a poussé justement à développer mes compétences dans le domaine du marketing digital. Donc au cours de ces expériences, principalement, ce que je faisais, c'est que principalement, ce que je faisais, en fait, c'est que je m'occupais de deux leviers, donc le SEO, le SIA. Et j'étais en charge justement de pouvoir d'indiquer aux différentes agences quels étaient les objectifs qu'on souhaitait se fixer en tant qu'annonceur. Exemple chez Renault, c'était pour dire voilà, on va créer un mini site pour la Kangoo et nos objectifs en termes de visites, ça serait d'avoir X visites et de récupérer tant de demandes de contact. Donc des gens qui souhaiteraient faire un essai de véhicule. Donc suite à cette expérience chez l'annonceur, enfin à ces expériences chez l'annonceur, j'ai pu j'ai changé en fait et je suis passé côté agence. En fait, chez JH Conseil, c'est une agence avec laquelle je travaillais quand j'étais chez l'annonceur. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire le switch assez rapidement. C'est vrai qu'en agence, ils prennent assez rarement des consultants juniors.
Et vu que je connaissais déjà mes interlocuteurs, ils savaient quand même, ils connaissaient mon background, ils savaient de quoi j'étais capable, ils m'ont donné cette opportunité. Et c'était extrêmement important pour moi parce que justement, ça m'a permis d'avoir le côté opérationnel, ce qui me manquait chez l'annonceur. J'étais capable de critiquer, hein, mais j'étais pas forcément capable de faire. Et là, justement, en allant chez GH Conseil, ça m'a permis justement de mettre en place différentes stratégies et de tester. Ensuite, au cours de mon évolution professionnelle, j'ai intégré eProspect justement comme manager SEO. Donc, je vais toujours avoir ces différentes missions réalisées par la majorité des consultants SEO, c'est-à-dire faire de l'analyse technique, éditoriale, puis également du monitoring. Chez Prospect, j'ai également eu l'occasion de travailler sur de la conversion, donc améliorer justement le nombre d'internautes qui vont justement soit effectuer une vente, soit tout simplement effectuer une demande de contact. Extrêmement intéressant. Vous en parlerez un petit peu plus un peu plus tard dans la conférence. Et en tant que manager, forcément, gestion de compte et du management d'équipe. Donc voilà. Pour ceux qui souhaitent me retrouver par la suite, j'ai mis tout en bas de la présentation mon compte Twitter et également mon LinkedIn, donc tout simplement Virgile Kenum. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de marketing digital. Donc, marketing digital, je vous disais que c'était les différentes stratégies et tactiques qui permettaient de vous connecter à votre audience. Donc, pour faire ça, en fait, il y a on va dire qu'il y a différents leviers d'acquisition, il y a différents moyens de faire venir des gens sur votre site. Donc, j'en ai disposé quelques-uns sur le graphique. Je suppose que vous voyez mon écran. Ici, vous avez le SEO et en dessous le SIA. Donc ces deux leviers, en fait, ils sont liés au search. Ça correspond au moteur de recherche. En France, en général, on parle de Google. Vous connaissez également Bing. Ensuite, vous allez avoir l'emailing. Donc je pense que tout le monde sait à quoi ça correspond. Il y a une conférence ce matin que je vous invite à re-regarder sur YouTube. Vous avez également le SMO qui correspond au social, donc c'est le trafic qui va provenir directement des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram, etc. La pub, donc ça correspond aux bannières que vous pouvez retrouver lorsque vous naviguez sur le net. Et ensuite, le trafic direct. Donc le trafic direct, c'est principalement du trafic qui est lié à votre notoriété. C'est les gens qui vont directement aller sur votre site et qui ont enregistré votre site dans leurs favoris. Donc moi, je travaille sur le search, donc le SEO, le SIA. Vous vous rendez compte que, il faut se rendre compte que le search, c'est le principal apporteur de trafic pour un site internet. Donc, dans la majorité des cas, la majorité du trafic d'un site provient du search. Après, bien sûr, en fonction de la thématique, ça peut varier. Certains types de sites vont recevoir beaucoup plus de trafic publicitaire s'ils ont mis des budgets conséquents en face. Donc le SEO, je sais que vous êtes, a priori, vous êtes inscrit à ce webinaire. Donc vous avez un intérêt pour le SEO, mais il est possible que certains d'entre vous se posent toujours la question, mais qu'est-ce que c'est le SEO? Qu'est-ce que c'est le référencement naturel, le référencement organique? Ça me parle pas trop. Donc si vous avez entendu déjà un de ces mots-clés, c'est une première étape. Et la deuxième information à savoir, c'est que le SEO, le référencement naturel, le référencement gratuit ou le référencement organique, c'est la même chose. Donc ça, c'est la première information. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le SEO, ça signifie Search Engine Optimization. Et en fait, c'est un ensemble de techniques. On va faire en sorte de répondre aux différents critères, aux différents facteurs qu'un moteur de recherche tel que Google va utiliser pour classer les sites. Donc, le rôle de ces moteurs de recherche, ça va être de générer du trafic sur des sites. Et en générant du trafic, ce que ça nous permet, c'est de faire plus de prises de contact ou de développer tout simplement le chiffre d'affaires, donc de faire plus de ventes. Donc le SEO, ces différents critères dont je vous parlais, on les répartit en 3 catégories. Vous allez avoir le pilier technique, la catégorie technique, le contenu et la popularité.
Et en fait, si on arrive à bien répondre à ces différents critères, ça va nous permettre de générer du trafic. Et comme je vous le disais, généralement, trafic égale prise de contact ou vente. Donc, augmentation du chiffre d'affaires. Donc, Google, il va avoir plus de 200 critères de classement pour décider de quel site allait être le plus visible sur un certain mot-clé. Donc, lorsque vous tapez achat aspirateur, Google va décider quel site sera premier, quel site sera deuxième, quel site sera troisième. Il y a énormément de critères. Et comme je vous disais, dans les critères techniques, on peut trouver par exemple la structure du site, où est-ce que mon site charge rapidement. Pourquoi Google va prendre en compte ces critères? Tout simplement parce qu'il sait que les internautes, hein, nous tous, on est impatients, et donc plus le site va être rapide, plus il va le valoriser, et donc plus il va lui donner la possibilité de s'afficher souvent et d'être accessible aux différents internautes qui vont effectuer leur recherche. En fait, Google, ce qu'il recherche, c'est la satisfaction de l'internaute. Ensuite, sur le pilier du contenu, qu'on appelle également éditorial, il va s'intéresser aux mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. Donc, si vous vendez des aspirateurs, forcément, sur vos différentes pages, il faudra retrouver le terme aspirateur, les types d'aspirateurs, donc balai, sans balai, etc., sans sac. Ça va être des critères auxquels il va être vigilant. Ensuite, également, Google va s'intéresser à l'unicité de vos contenus. Donc voilà, est-ce que vous avez écrit vous-même vos contenus? Est-ce qu'ils répondent bien à l'intention de requête? Est-ce qu'ils répondent bien à la recherche des internautes? Ou est-ce que vous avez des contenus extrêmement basiques que vous avez copié-collé, que vous avez repris sur le net? Dans le cas où ils ne sont pas uniques, comment dire, vous ne serez pas valorisé. Google ne vous mettra pas en avant. Il pourrait même décider de vous sanctionner d'une façon ou d'une autre. Le troisième gros critère que Google va prendre en compte pour classer les sites, ça va être la popularité. La popularité, en fait, c'est lié aux liens. Donc, les liens qui sont faits vers votre site. Plus votre site va être populaire, donc plus il va recevoir de votes, plus Google va valoriser votre site. C'est pour ça que souvent, quand vous tapez un mot-clé, vous aurez plus souvent des sites connus plutôt que des sites inconnus. Exemple, si vous tapez chaussures femmes, vous aurez beaucoup plus de chances de récupérer un Sarenza ou un Zalando plutôt qu'un site qui vient de se lancer. Parce que le site Zalando ou Sarenza est beaucoup plus populaire. Il a généralement plus de liens. Donc avec un petit site, même si on a un contenu qui est intéressant sur des mots-clés très concurrentiels, sur des mots-clés sur lesquels vous avez beaucoup de concurrents, vous aurez un désavantage si vous n'avez pas assez de liens vers votre site. Donc maintenant, on va évoquer les différentes personnes amenées à faire du SEO, donc les différents profils de personnes amenées à faire du SEO. Donc, ce qu'il faut savoir, déjà, le SEO, c'est que historiquement, c'était un métier extrêmement masculin, mais qui se féminise de plus en plus. D'ailleurs, à date, on a environ 65% d'hommes et 35% de femmes. Donc ça, c'est une première stat. Après, en fonction des postes occupés, on peut avoir plus ou moins de femmes ou plus ou moins d'hommes. Donc c'est des choses qui sont en train de changer. Donc je vais vous présenter désormais les différents types de personnes amenées à faire du SEO. Tout d'abord, vous allez avoir le consultant généraliste SEO. Donc lui, il va avoir des missions, une mission assez globale, et donc il pourrait être amené à intervenir sur les trois piliers que je vous ai présentés précédemment. Donc, il pourrait être amené à travailler sur de la technique. Donc, est-ce que Google accède bien au site? Il pourra également être amené à travailler sur de l'éditorial. Est-ce que les bons mots-clés ont été choisis sur le site? Et également sur la partie popularité. Est-ce que j'ai assez de liens sur mon site? Et avec quel site je pourrais effectuer des partenariats pour développer ce volume de liens? Donc ça, c'est le consultant généraliste. Ensuite, vous allez avoir le consultant éditorial qui, lui, est plutôt amené à justement qui est un spécialiste hein, et qui donc va vraiment s'intéresser uniquement au contenu. Il peut être bien sûr amené à rédiger des contenus sur les différentes thématiques ciblées. Il peut également être amené à identifier les bons mots-clés. Exemple, dans le cas d'un site d'assurance, est-ce qu'il faut parler d'assurance auto, d'assurance automobile ou d'assurance voiture? Donc avec certains outils proposés entre autres par Google et par d'autres
par d'autres sociétés de software. En fait, on va aller vérifier que cherchent les gens, combien de fois ce mot-clé est tapé, est-ce qu'on tape plutôt le mot-clé A ou plutôt le mot-clé B. Et donc, ça va nous permettre d'orienter en fait la production de contenu pour le site. Le troisième poste qu'on peut retrouver très souvent dans le SEO, c'est le poste de consultant technique. Donc cette personne-là, elle va s'occuper de façon spécifique justement de tous les critères techniques qui sont pris en compte dans l'algorithme de Google. Et donc dans ces différents critères, on va retrouver entre autres le temps de chargement, est-ce que le site est accessible ou pas, est-ce que les pages sont disponibles ou pas. Vous avez tous, je suppose, au cours de vos navigations sur Internet, déjà dû tomber sur des pages 404. Exemple, si vous avez beaucoup de pages 404, forcément, l'internaute ne peut pas consulter la page puisqu'elle est indisponible. Et donc, le consultant SEO va souvent analyser est-ce que mon site est disponible, est-ce que j'ai pas trop de pages 404. Dans le cas où j'ai trop de pages 404, le client, l'internaute ne pourra pas avoir mon site. Et du coup, je vais m'assurer que le site soit en bonne santé. Ensuite, vous allez avoir également le consultant en popularité. Donc lui, son rôle, ça va vraiment être de mettre en place des stratégies pour justement récupérer, avoir plus de liens qui pointent vers notre site. Ça va être son rôle premier. Donc, il va aller tout simplement déjà identifier des sites avec qui il a un lien, thématique. Ça va être la première chose à faire. Ensuite, il va essayer d'entrer en contact avec eux et essayer de mettre en place des partenariats. Donc, ça peut être différents types de partenariats qui pourront être financiers ou pas. Voilà. Donc, c'est un travail vraiment extrêmement spécifique sur lequel il travaille. Ensuite, il va également être en charge d'analyser aussi la popularité à date. Donc, est-ce que j'ai pas des liens qui pourraient être potentiellement toxiques? C'est également un sujet sur lequel il va avancer. Dans les autres personnes amenées à faire du SEO, vous retrouvez également les freelances SEO qui sont très nombreux. Donc qui peuvent effectuer exactement les mêmes missions que que celles que je vous ai citées juste avant, mais sauf qu'ils sont à leur compte. Et vous avez également, en termes de poste, le responsable du marketing digital qui va travailler sur différents leviers, hein, qui peut être amené à faire du SEO, à s'occuper de l'emailing, du SIA. Et forcément, vu que le référencement naturel est également une des casquettes qu'il va porter. Il est obligé de s'y intéresser. Il n'aura pas forcément une connaissance aussi approfondie que les postes que je vous ai cités juste avant, mais il a intérêt à avoir un vernis et enfin à minima d'avoir un bon vernis sur le SEO. Et en fonction de l'importance du SEO dans son mix marketing, faudra qu'il développe ses compétences. Ce que je veux dire par là, c'est que si le SEO est son principal pourvoyeur de trafic ou est le principal levier qui va développer son chiffre d'affaires, bah forcément, il faudra qu'il muscle ses compétences en SEO. Donc sur les personnes amenées à faire du SEO, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a assez peu d'écoles, dédiées au SEO. Il y a assez peu de formations, de cursus universitaires dédiés au SEO. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un métier où il y a énormément d'autodidactes. Il y a énormément de personnes qui ont appris par elles-mêmes ou sur le tas. Même si ce sont des personnes qui ont généralement quand même fait des études, hein. Je crois qu'on est environ 40% des SEO qui ont au moins un bac plus 5. Et il y a plus de 70% des SEO qui ont à minima un bac plus 3. Donc là, c'est des chiffres qui ont été donnés par le SEO Camp, qui est l'organisation de référence du SEO en France. Donc, pour toutes les personnes qui font déjà du SEO et qui nous suivent, je vous invite à adhérer au SEO Camp. Donc à présent, je vais vous parler de façon assez spécifique du métier de consultant SEO en agence parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, que je connais le mieux. C'est mon quotidien.
Donc, la petite information, c'est que en moyenne, les consultants en agence, ça représente 38%, 38% des SEO. On est à quasiment 40% des SEO qui sont en agence. Ensuite, vous avez environ 34% des SEO qui vont être chez l'annonceur et 30% qui vont correspondre au reste, hein. Donc, on va retrouver des freelances, des éditeurs, etc. Donc, sur le consultant en agence, son quotidien. Ce qu'on va lui demander, en fait, déjà, souvent, c'est tout d'abord d'avoir un bon relationnel parce qu'il va être en contact avec différents clients. Donc ça, c'est la première chose qu'on va lui demander. Ça va être son quotidien, donc faire des mails, des appels, les conf calls également. C'est du day to day, ça arrive tous les jours. Ensuite, d'un point de vue opérationnel, il peut être amené à faire des études sémantiques. Donc, comme on l'a vu au tout début de la conférence, il peut être amené à identifier les mots-clés importants. Donc, pour mon secteur d'activité, quels sont les différents mots-clés que je dois absolument travailler? Donc, on va retrouver dedans des mots-clés qui vont être liés au produit. Donc, par exemple, un modèle de télé. Mais on va également trouver des catégories. Donc, les catégories qu'il faudrait absolument travailler sur le site. Exemple, une télé LCD. Donc, est-ce qu'il faut créer une télé LCD, une catégorie écran LCD ou pas? Donc, l'étude sémantique confirme qu'il y a énormément de recherches sur ce type de mots-clés. Donc, on va la créer. Ensuite, ce qui peut être amené à créer, c'est des guides, tout simplement. Donc, des gens qui vont se poser des questions sur quelle télé choisir, plutôt la Samsung ou la Sony. Voilà, parce qu'il s'est aperçu au cours de son analyse qu'il y avait beaucoup de recherches sur ce type de mots-clés-là. Et donc, il va créer des contenus qui vont permettre de répondre à ces différentes questions. Il va répondre à ces différentes questions, justement. Donc, le guide, également toute la partie FAQ. Comment entretenir son électroménager, exemple, comment entretenir son lave-vaisselle. C'est une question aussi. De nombreux internautes peuvent se la poser. Et du coup, le rôle du SEO, c'est de proposer des pages qui vont répondre à toutes ces questions. Donc ça fait partie, cette partie sémantique, le travail éditorial, ça fait partie du quotidien pour un SEO. Ensuite, en fait, on en revient toujours aux 3 piliers que je vous ai présentés au début de la session. Il peut être amené également à travailler sur un audit technique ou concurrentiel. Et donc là, ce qu'il va faire principalement, ça va être d'identifier les facteurs bloquants. Donc, est-ce qu'il y a potentiellement des pages auxquelles Google ne peut pas accéder? Tout à l'heure, j'ai parlé de 404, donc c'est des pages introuvables parce que c'est un élément que tout le monde connaît, mais il peut également se retrouver face à une situation où certaines pages ne sont pas forcément accessibles à Google, tout simplement parce qu'il y a une technique utilisée qui n'est pas SEO friendly, qui n'est pas reconnue par Google. Et donc là, son rôle, ça va être de présenter déjà le problème au client, lui, ensuite de proposer ses solutions et derrière de permettre au client d'arbitrer pour choisir la bonne décision et qui lui permettra d'être facilement facilement analysé par Google et qui, dans un second temps, lui permettra tout simplement de bien se positionner et donc de générer du trafic. L'autre mission, la troisième mission d'un consultant en agence, ça va être justement de conduire des analyses de popularité. Donc, comme je le disais précédemment, ça va être tout simplement de détecter des sites partenaires et de mettre en place des partenariats. Donc ça va être sa mission. Et bien sûr, il y a tout un aspect stratégique, puisque à la différence justement des consultants qui vont être chez l'annonceur, qui vont prendre beaucoup plus de décisions et qui vont prendre beaucoup plus de décisions et pouvoir appliquer directement ces décisions. Ça va assez vite quand on est en interne. Quand on est agence, forcément, on doit forcément faire approuver ces décisions aux clients et on va avoir beaucoup plus de travail pour l'évangéliser et bien lui expliquer les différents tenants et aboutissants pour qu'il soit en capacité de choisir la bonne décision avec toutes les informations nécessaires.
Ensuite, on va retrouver des missions assez classiques hein, sur tout le travail en agence, donc qui va être lié à de la gestion de projet ou à du reporting. Ça, c'est des missions qu'on peut trouver, enfin que vous retrouvez sur tous les différents types d'expertise en agence, hein, que vous orientez vers de l'emailing, du SIA ou autre, vous serez amené justement à un faire de la gestion de projet et deux à faire du reporting justement pour rendre on va dire en rendre des comptes justement tout simplement à votre client. Je suis désolé, j'ouvre la parenthèse, hein, en fait, j'ai pas forcément accès aux questions, il y a un petit bug sur la plateforme, donc j'y répondrai par la suite. Le recrutement d'un consultant SEO junior. Donc ça, je sais qu'il y avait, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, bah, qu'est-ce qu'une agence attend d'un consultant SEO junior? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Alors, je vous dirais, bah, on va toujours chercher le mouton à cinq pattes. On va chercher, on va chercher toujours la personne qui pourra couvrir un maximum, qui pourra répondre à un maximum d'attentes de notre part. Après, on sait aussi que ça n'existe pas. Je vais vous dire un petit peu mon point de vue en tant que recruteur de consultants. Euh, je vais vous voilà, je vais vous expliquer en tant que recruteur de consultant ce que je vais rechercher. Donc, bien sûr, bah, vous le savez, hein, il y a des soft skills, practical skills, etc. La première chose pour moi déjà, c'est d'avoir une personne qui s'intéresse au SEO, tout simplement. Une personne qui a un intérêt pour le SEO. Donc c'est quelqu'un qui va faire de la veille, qui va qui va aller lire sur différents sites de référence. Je vous en donnerai quelques-uns tout à l'heure. Les actualités, des best practices, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Déjà, ça c'est le premier critère. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de personnalité, hein, les SEO, on a un peu on a un peu cette, comment dire, on est connu un petit peu pour être un petit peu les personnes, les geeks, on va dire, du marketing digital. Parce que justement, comparativement à certains autres, à certaines autres expertises, on a ce côté où on a ce côté technique qui est un petit peu plus, qui est un petit peu plus développé. Donc, on a ce côté geek un petit peu creusé, testé, etc., qui est nécessaire. Donc voilà, sur un SEO, ce que je vais aimer, c'est une personne qui va aimer tester différentes stratégies auxquelles il aura réfléchi et qui sera capable d'en tirer des enseignements pour les mettre en place. Et donc, pour être capable de ça, ce qui peut être très intéressant déjà, simplement, c'est d'avoir l'esprit bien ouvert. Hein. Et également, bah, si vous avez un intérêt pour le développement ou pour l'optimisation des conversions, là, c'est vraiment un gros plus. Voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment les points importants pour une personne qui s'intéresserait au SEO. Ensuite, vous avez, du fait d'être en agence, on va avoir d'autres critères qui vont être pris en compte. Tout simplement, le fait d'avoir un bon relationnel, parce que comme je l'ai dit précédemment, vous allez être en contact avec des clients toute la journée. Donc, quasiment tous les jours, vous allez avoir des échanges avec vos clients. Et donc là, il est impératif d'avoir un bon client, un bon relationnel pour tout simplement pour pouvoir faire adhérer à vos recommandations, aux différentes stratégies et tactiques que vous allez proposer. Ensuite, toujours du fait d'être en agence, on va chercher des gens qui vont avoir l'esprit de collaboration. Hein. Donc, aimer discuter avec ses collègues, échanger, c'est également nécessaire. Surtout que, à mon point de vue, c'est vraiment un élément qui va vous permettre tout simplement de progresser en fait. On apprend en faisant des tests et également en échangeant. Le plus gros forum maintenant, je pense que c'est Twitter. Et grâce à de nombreux tweetos, il y a beaucoup de personnes qui vont progresser sur le SEO. Un autre aspect important pour un SEO, c'est d'être capable de mettre en place des stratégies, mais également de savoir faire et d'aimer l'opérationnel. Voilà. Sur le marketing digital, il y a forcément beaucoup d'opérationnel. Et donc, réfléchir à des dispositifs, c'est extrêmement important, mais savoir les mettre en place, c'est obligatoire. Ensuite,
un point sur lequel je souhaiterais m'arrêter, hein. Tout simplement, vous êtes en agence, donc les principaux, majoritairement les rendus vont être faits sur un PowerPoint. Donc savoir présenter ses idées, c'est nécessaire. Ensuite également une bonne maîtrise d'Excel extrêmement importante pour tout SEO qui se respecte, hein. Bonne maîtrise d'Excel et puis également d'autres outils SEO. Je vous en présenterai certains par la suite. Donc, ce qu'on ne recherche pas en SEO, donc ce qu'on ne veut pas en agence. Donc, tout ce qui va s'opposer à ce que j'ai pu vous préciser juste avant, et ce que vous allez voir un petit peu sur ce que vous pouvez voir sur la slide, hein. Donc, tout ce qui est en vert, c'est ce qu'on recherche, et ce qui est en rouge, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, une personne qui aura une connaissance superficielle des outils, et qui ne sera donc pas capable justement d'opérer, hein, donc d'avoir ce côté opérationnel, c'est quelque chose qui va être gênant. C'est pas bloquant, mais ça va être gênant. Donc, si dans votre CV vous présentez des outils, nous, ce qu'on va attendre de vous, c'est que vous soyez capable de les utiliser, tout simplement. Ensuite, les personnes qui vont avoir un manque d'ouverture, hein, qui vont pas être assez ouverts au fait de changer leur façon de travailler, c'est également quelque chose qui va être gênant parce que le SEO, en fait, évolue en permanence. La façon dont on travaillait il y a 10 ans ou dont certains SEO travaillent il y a 20 ans, j'en faisais pas encore, a totalement évolué. Pourquoi? Tout simplement parce que l'usage que vous avez, enfin que nous avons des moteurs de recherche a changé. Et maintenant, on est tous sur un mobile. On fait également des recherches vocales. On a beaucoup plus. On peut écouter désormais des podcasts. Et en fait, Google forcément s'adapte justement à ces différentes évolutions, tout simplement parce pour continuer à avoir un maximum d'internautes qui utilisent Google. Pourquoi? Parce que Google gagne de l'argent grâce aux internautes, ceux qui vont aller cliquer sur nos petits amis du lien sponsorisé. Donc ça, c'est le référencement payant. Et Google gagne de l'argent grâce à ces gens-là. Grosse question. Je sais que énormément d'entre vous se posaient des questions sur les rémunérations du SEO. Donc là, je vais principalement me baser sur une étude parue en 2018 et donc qui a été faite par le SEO Camp. Comme je vous le disais, c'est l'organisation de référence du SEO français, enfin des SEO français. Donc ils organisent tous les ans un formidable salon, je crois, au mois de mars ou au mois d'avril, avec énormément de conférences sur différentes thématiques du SEO. Et les informations qu'ils ont pu nous remonter, c'est que, déjà, le salaire moyen d'un SEO, il était d'environ 37 000 euros brut. Donc voilà l'information. Ce qu'on peut savoir également, c'est que après 10 ans d'expérience, les SEO sont en moyenne à 48 000 euros brut. Et bien sûr, ça va dépendre des profils. Comme je vous l'ai dit précédemment, dans le SEO, vous pouvez avoir des consultants généralistes, vous pouvez avoir des consultants spécialistes, donc spécialisés dans le contenu, l'éditorial ou la technique. Et forcément, en fonction des profils, vous allez également avoir certaines disparités. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les, euh, les salaires les plus bas, on va les retrouver chez les spécialistes du contenu, qui vont principalement est en charge de rédiger du contenu pour les différents internautes, bien sûr, pour les différents sites. Les, euh, les consultants qui vont être le mieux payés, ça va être les consultants techniques, qui seront environ 50K. Et ça peut monter beaucoup plus rapidement, donc j'ai mis 50, mais ça serait plutôt 55-60. Et en dessous, vous avez les consultants généralistes qui vont être entre les deux, qui vont s'approcher des 50, mais qui seront plutôt aux alentours de 40. Voilà. Je pense que je remettrai ma petite slide à jour avant de vous la remettre en ligne. Donc bien sûr, ça va dépendre, comme je vous le disais, du type du consultant. Est-ce que vous êtes un consultant généraliste, un consultant technique ou un consultant spécialisé contenu? Et bien sûr également, comme dans tout corps de métier, en fonction de votre niveau d'expérience. Donc si vous êtes junior, vous allez forcément pas être rémunéré de la même façon que si vous êtes un consultant senior. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'après cette étude, donc les SEO
on leur a demandé en fait de définir ce qu'était un consultant junior pour eux, ce qu'était un consultant senior pour eux, et ce qu'était un consultant extrêmement expérimenté, donc un expert. Et donc pour les consultants SEO, un consultant très expérimenté, donc un expert, c'est à partir de 8 ans d'expérience en moyenne. Donc vous voyez qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est assez longue. Donc c'est vrai que ça permet 8 ans, c'est peut-être le temps qu'il faut pour apprendre à maîtriser les, les différents piliers, hein. Donc le content, le technique et les différentes verticales qui peuvent être associées. Donc c'est peut-être 8 ans le temps qu'il va falloir pour être parfaitement en mesure de développer des stratégies gagnantes, même si forcément, à partir du moment où on joue, il faut accepter de perdre également par moment. Sinon, d'après les SEO, un consultant intermédiaire, c'est à partir donc, qui a quand même un solide background, hein, donc c'est quand même à partir de 4 à 5 ans. Voilà, donc comme je le disais précédemment, c'est vraiment une courbe d'apprentissage qui est assez longue en SEO, hein. Il y a énormément de sujets sur lesquels il faut développer ses compétences. Ensuite, je vais aborder à présent la dernière partie de mon intervention. Donc, comme je vous le disais, pour un SEO, ce qui est impératif, j'ai bien dit impératif, c'est de faire de la veille. Donc là, je vous ai listé quelques sites qui vous permettront de vous tenir au courant de l'actualité du SEO. Donc pour les anglophones, tout simplement, vous pouvez aller sur Twitter, c'est Google Search Liaison. Donc vous allez retrouver énormément d'informations qui vont être liées justement aux différentes mises à jour de Google. Exemple, Google, oui, le grand Google a connu quelques soucis techniques au début de l'été. Et justement, pour savoir ce qu'il en est, quand est-ce que c'est résolu, c'est sur Twitter qu'il faudra aller. Ensuite, vous avez également le site donc pour les anglophones qui est Moz. Et donc sur Moz, vous allez avoir également énormément d'informations. C'est un site qui est particulièrement éducatif, hein, et qui n'a pas forcément vocation à suivre l'actualité, qui vous permettra de mieux comprendre comment agir sur les différents piliers du SEO. Vous allez également avoir des articles très intéressants sur tout simplement comment je dois monitorer mon activité, quels sont les indicateurs à suivre. Donc voilà, Moz, pour se lancer dans le SEO, c'est un must-have, hein. Donc faut aller dessus, regarder par exemple les Whiteboard Friday régulièrement et justement emmagasiner de la connaissance. Ensuite, pour les francophones, hein, et puis enfin tous ceux qui sont en mesure de lire le français, donc canadiens, belges ou Afrique de l'Ouest principalement, vous êtes également concernés. Je recommande de faire un tour sur Abondance ou Abrobank Info. Donc Abondance qui est un petit peu plus spécialisé sur l'actualité et qui a été c'est un site qui a été créé par Olivier Andrieux. Donc voilà, c'est vraiment un des précurseurs vraiment un des précurseurs du SEO qui a écrit de nombreux livres pour vulgariser justement ce levier du digital. Je vous invite à les lire si vous souhaitez vous lancer dans le SEO. Webrank Info également, qui est un site sur lequel vous pouvez retrouver de l'information sur l'actualité et également des tips justement pour améliorer le SEO de votre site. La prochaine étape, donc je vais vous présenter quelques outils à connaître, hein. Donc dans le cas où vous souhaitez postuler en agence ou chez l'annonceur, en tant que recruteur, on va attendre de vous certaines compétences. On va pas vous demander forcément d'être expert, mais déjà de connaître certains des outils, c'est sûr que ça va aider à votre recrutement. Donc tout simplement, il y a l'écosystème Google. Donc il y a la Google Search Console, qui est un outil qui permet de remonter tout simplement de l'information directement depuis Google. Donc, comme je le disais tout à l'heure, connaître les différents facteurs bloquants qu'a pu rencontrer Google lors de son analyse du site, on peut avoir ces informations-là dans la Search Console. Également, savoir quels sont les mots-clés qui vous permettent de générer du trafic sur votre site. Donc, savoir que c'est plutôt le mot-clé A plutôt que le mot-clé B qui vous permet de générer du trafic, c'est extrêmement important d'un point de vue marketing. Et donc, ça, vous pouvez avoir également cette information-là directement dans la Search Console. Donc, c'est un petit outil obligatoire, enfin que je recommande en tout cas, et
qui est assez facile à installer. Ensuite, je recommande également d'installer Google Analytics et de l'installer et tout simplement, enfin, et bien sûr de savoir l'utiliser. Donc, l'objectif de Google Analytics, ça va être de vous donner des insights en fait sur le nombre d'internautes qui vont utiliser votre site. Donc savoir que vous aviez 1000 internautes qui sont venus sur votre site au mois d'avril, que vous en avez 500 qui étaient sur un terminal mobile, que vous en aviez 300 sur un desktop, et puis les autres qui ont utilisé la tablette. Donc tout ça, ça vous permet derrière également de mieux comprendre en fait le comportement de votre public et également d'adapter vos différentes stratégies, que ce soit le SEO, le SEA, l'emailing ou le social, pour justement avoir un meilleur ROI derrière, tout simplement. Autre outil à connaître, donc Google Ads. Google Ads, c'est un outil principalement utilisé par nos amis du SEA. De mémoire, il y aura une conférence qui aura lieu jeudi. Et sur cette thématique du lien sponsorisé, donc qu'on peut appeler également référencement payant. Et donc Google Ads, c'est un outil qui va aider également les SEO à connaître le volume d'internautes qui vont taper, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot-clé A plutôt que le mot-clé B. Est-ce que les gens tapent plutôt assurance auto ou plutôt assurance voiture? Et on s'aperçoit en regardant que les trois quarts des gens tapent assurance auto. Et donc à choisir, si on peut pas faire les deux, eh ben, il est extrêmement important d'avoir de la visibilité tout d'abord sur assurance auto. Ensuite, l'outil Google Data Studio, donc c'est un outil de dashboarding qui est gratuit, qui s'est énormément démocratisé sur les 2 dernières années. Et donc il y a un très fort intérêt, enfin il est extrêmement intéressant et extrêmement important de maîtriser en tout cas les basiques avec cet outil-là. Donc vous pouvez taper directement Google Data Studio et il y a énormément de tutoriels qui vous permettront déjà tout simplement d'appréhender cet outil-là. Ensuite, les 2 derniers outils de l'écosystème Google qui sont extrêmement intéressants, ça va être Google My Business. Google My Business, en fait, c'est un outil que je vais qualifier d'obligatoire pour tous les gens qui vont avoir des sites avec une dimension locale. Exemple, vous avez un escape game, et donc l'idée, ça va être d'avoir un maximum de visibilité auprès de tous les gens qui vont taper effectivement escape game et qui seront situés dans votre sur la même localisation, sur la même localité que vous, mais également tous les gens qui pourraient taper des mots-clés qui seraient avec un rapport un petit peu moins direct avec votre activité. Donc des gens qui taperaient potentiellement sortie plus votre localité. Votre page My Business pourrait ressortir. Ensuite, PageSpeed, c'est un outil Google qui permet de remonter des informations sur tout simplement sur la rapidité de votre site. Est-ce qu'il est rapide ou pas? Et comme je l'ai dit tout d'abord, enfin en introduction, la vitesse, c'est un critère que Google utilise pour justement classer les sites. Et donc, plus vous allez être rapide, plus vous avez de chances d'être bien visible sur Google. Idéalement, si vous lancez dans le SEO, si vous lancez, c'est important d'avoir au minimum, à minima des basiques sur différents langages, donc juste comprendre à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc les principaux langages, ça va être le HTML, le CSS et le JS, qu'on appelle également le JavaScript. Donc voilà pour les outils et les langages à connaître. À présent, je vais passer aux certifications. Donc, comme je le disais, il n'y a pas de réel cursus universitaire pour le SEO. En revanche, on peut trouver quelques certifications à passer. Les plus connus, les principales, je dirais que c'est le QA-SEO et le CE-SEO. Donc, c'est 2 certifications qui sont mises en place par l'association du SEO Camp. Donc, c'est un coût d'environ 10 euros. Donc, le QA-SEO, c'est une formation on va dire de niveau 1, et l'autre, le CE-SEO, c'est une formation avancée.
Donc, le QA-SEO, vous pouvez le faire totalement en ligne. La deuxième peut se faire en ligne, mais requiert du présentiel également. Et l'idée, en fait, c'est de tout simplement de valider vos compétences SEO. Donc, c'est un élément qui va forcément jouer en votre faveur. Dans le cas où vous passez un entretien, ça va permettre de confirmer aux recruteurs que vous avez des capacités dans le domaine du SEO, que vous avez certaines compétences, je veux dire, certaines connaissances. Après, bien sûr, seul le terrain permettra de se rendre compte que justement vous êtes capable également d'assurer d'un point de vue opérationnel. Après, bien sûr, on ne cherche pas des individus qui vont être à 100% opérationnels dès le début, hein. L'idée, c'est que vous arrivez dans une société et également qu'on vous forme à nos méthodes pour que vous soyez à même justement de pouvoir, travailler efficacement et de délivrer comment dire, des stratégies à vos clients qui soient pérennes et efficaces. En termes de certification outils, ce que je vous recommande, ça, vous pouvez les passer directement, hein, donc par vous-même, directement sur Google Analytics et Google Ads. En fait, il y a des académies qui ont été créées. Vous avez juste à taper ces intitulés sur Google et vous tapez certification et vous êtes en mesure de suivre les cours et derrière de passer la certification. Et donc ça, c'est extrêmement important, effectivement pour le recruteur, mais pour vous également pour bien comprendre en fait justement les différents tenants et aboutissants du marketing digital, hein. Comprendre Google Analytics, ce qui est analysé et ce qu'on peut en faire derrière, c'est obligatoire pour moi. Parce que justement, la grosse différence du marketing digital avec le marketing classique, c'est qu'on a une capacité à pouvoir monitorer exactement, enfin, peut-être pas à 100%, mais quand même extrêmement précisément, justement les différentes actions, l'impact de ces actions. Ça, c'est le gros apport du marketing digital. On va passer désormais à la phase de questions et réponses. Donc, je vais voir si j'arrive à avoir un accès un petit peu plus clair aux différentes questions. Alors, première question. Alors, pourquoi utiliser Excel? Donc, avec Excel, on va être tout simplement Excel, c'est un outil qui va vous permettre de faire du reporting, hein, pour commencer. Donc, d'agréger différentes données, les informations que vous avez récupérées sur Analytics, donc le nombre de visiteurs par mois, ça vous pouvez le récupérer dans Excel. Et vous pouvez également récupérer des informations techniques que vous avez eues dans la Search Console, exemple le nombre d'erreurs que Google a trouvées sur le site. Et vous allez pouvoir croiser ces informations. Donc, c'est pour cette raison tout simplement qu'on va utiliser Excel. Ce qui va être intéressant après avec Excel, hein, c'est pas forcément un outil pour faire de la présentation, c'est surtout un outil pour faire de l'analyse. Donc, ce qui va être impératif, c'est de maîtriser certaines formules. Donc, tout simplement pouvoir concaténer, pouvoir dédupliquer, pouvoir compter le nombre de caractères dans une cellule. C'est le type d'action qu'on va effectuer avec ce logiciel. Alors, deuxième question, pour trouver les bons mots-clés, travaillez-vous systématiquement avec des logiciels pour vous aider dans vos recherches? Alors, oui, on travaille systématiquement avec des outils, mais pas seulement. Forcément, le premier outil du SEO, hein, c'est son cerveau. Donc, c'est de se mettre à la place de l'internaute et de se dire, bah voilà, dans le cas où je suis un internaute, quels sont les différents types de contenus qui pourraient m'intéresser pour cette thématique. Je prends l'exemple d'un comment dire, d'un escape game. Donc, les gens qui viennent chez un escape game, il y a ceux qui vont chercher directement la marque, donc ils vont chercher des mots-clés marques. D'autres personnes qui vont chercher un type d'escape game avec une thématique, parce qu'ils cherchent une salle, par exemple, liée à la Seconde Guerre mondiale, ou une ambiance Star Wars. Donc, c'est également deux types de mots-clés. Vous allez également avoir des clients c'est des clients professionnels qui vont donc vouloir pouvoir organiser du team building. Et donc, voilà.
faut vous rapporter à vos personas, hein, donc c'est la base. Et ensuite, on va essayer de catégoriser, subdiviser en fait les différents types de mots-clés qui vont être liés, qui vont avoir un lien avec notre site, avec notre activité. Alors les mots-clés bien classés aujourd'hui peuvent-ils évoluer défavorablement dans le temps? Alors oui, tout à fait, hein, comme je disais, il y a plus de 200 critères qui sont pris en compte par Google. Et, en fait, Google va analyser en permanence les différents sites qui sont sur le web. Et si vous pouvez faire un test en direct, en fait, c'est que si vous tapez G7 à l'instant T, donc tout de suite, vous allez avoir certains contenus qui vont être sur Google. Et si vous retapez exactement la même recherche demain, ou peut-être même dans la journée, si vous retapez information G7, vous allez avoir l'ordre l'ordre des différents sites qui aura évolué. Donc ça peut évoluer positivement ou négativement. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de toujours suivre ces différents critères. On appelle ça du monitoring et on va analyser avec différents outils justement quelle est ma visibilité sur mes différents mots-clés. Donc un outil gratuit, c'est d'utiliser la Search Console, et sinon il y a également des outils payants, hein, qui permettent de faire ça. Y a-t-il des outils gratuits ou peu onéreux sur le web pour travailler son référencement naturel et avoir des bons mots-clés? Alors oui, donc pour travailler son référencement naturel. Alors tout simplement, bah, le premier, comme je le disais, hein, c'est d'utiliser l'écosystème Google, et donc de se servir de la Search Console, et également de Google Ads, qui va vous aider à trouver des listes de mots-clés. Autre question? Alors, gourou du SEO, plutôt Rand Fishkin. Plutôt Rand Fishkin, oui, plutôt Rand Fishkin. Ah, ok. Plutôt Rand Fishkin ou plutôt Luc Jovard? Je dirais que ça dépend. Si on est anglophone, enfin si on parle anglais, je dirais Rand Fishkin, mais après, c'est à vous de décider, hein. Ok, d'accord. Eh ben, merci à vous. Je vais vous laisser. Je vous invite à assister à la prochaine conférence qui aura lieu demain, qui sera donnée par Mathieu Raifé. Et donc,